La traite des Blancs, pratiquée en Méditerranée, par ceux que l'on nommait les barbaresques, a duré près de 3 siècles et a causé plus d'1 million de victimes. Mais qui étaient ces esclaves? Comment se les procurait-on? Comment fonctionnaient les marchés d'Alger, de Tunis et de Tripoli? Les 3 villes formant le noyau dur de la barbarie. Quelle forme prenait l'asservissement physique et moral de ces hommes et femmes originaires de toute l'Europe? Comment l'Église catholique et les États européens tentèrent-ils de les racheter? Les réponses que l'auteur apporte à ces questions, mais à bien d'autres, battent en brèche l'idée élaborée au XIXe siècle, et qui est encore dominante, d'un esclavage fondé avant tout sur des critères raciaux. Donc, esclaves chrétiens et maîtres musulmans. Histoire de l'esclavage blanc méditerranéen de 1500 à 1800. Un livre de Robert Charles Davis, professeur d'histoire et spécialiste de l'histoire sociale de l'Italie à l'Université d'État de l'Ohio. Alors aujourd'hui, je vous propose avec moi de nous embarquer dans la lecture de ce livre-là. On va essayer au maximum, je vais essayer pour le coup, au maximum, de synthétiser le propos de cet ouvrage, parce que le but c'est pas de faire un livre audio non plus, voilà, et de vous faire connaître, et par la même occasion m'instruire moi-même évidemment, l'esclavage blanc en Méditerranée. Voilà. Donc, on y va, c'est parti. En introduction, Robert Charles Davis prend une citation du Padre Baggio di Ciorena vers 1670 qui dit « En 20 ans d'œuvres missionnaires à Alep, à Bagdad, au Grand Caire et à Suez, sur la mer Rouge, j'ai pu voir la misère infinie des pauvres chrétiens accablés par la cruauté barbare des Mahométans. » Ce livre est né de la volonté de repenser l'histoire de l'asservissement européen en Méditerranée au début de l'époque moderne, et de replacer autant que possible cette forme d'esclavage jusqu'ici négligée, dédaignée, dans un contexte plus large de recherche menée sur l'esclavage dans le monde entier. Il m'a notamment semblé intéressant de présenter l'esclavage blanc en Afrique du Nord dans les termes développés par les historiens et les sociologues pour affronter le sujet combien plus vaste et politiquement épineux de l'esclavage transatlantique, celui des Noirs africains au service des Blancs européens et américains. Devenu pour la plupart des historiens l'archétype et le modèle de toute la recherche sur l'esclavage. Donc, si j'ai fait ce choix, dit l'auteur, c'est en partie que les thèmes et les approches qui se sont fait jour autour de l'esclavage américain s'avèrent des outils conceptuels particulièrement adaptés à l'esclavage barbaresque, qui, pour constituer un domaine de recherche bien identifié, reste encore étrangement négligé par le champ théorique, par opposition au champ narratif. Au cours de recherches sur ce qu'on appelle les régences barbaresques et sur les Italiens qui furent victimes de l'esclavage musulman, d'autres éléments m'ont également mené à penser que l'association de ces deux sphères de servitude, noire américaine et blanche africaine, était particulièrement pertinente, sur les plans intellectuels et historiques. L'auteur souligne qu'il a été frappé par le fait que l'esclavage, à la fois en Méditerranée, dans les deux côtés de l'Atlantique, est apparu et a prospéré, si on peut utiliser un tel terme, presque exactement au même moment, et pourrait-on dire pour une même raison. Bien entendu, il s'agissait dans les deux cas d'une pratique connue depuis l'histoire la plus ancienne, et dont les origines remontent d'un côté jusqu'aux cultures classiques de l'Égypte, de la Grèce et de Rome, et de l'autre aux empires amérindiens du Mexique et d'Amérique centrale. Ce n'est pourtant qu'au début de l'ère moderne qu'il devait connaître, dans chacune de ces régions, un banc qualitatif ainsi que quantitatif, jusqu'à devenir une institution à grande échelle d'une redoutable efficacité. La cause remonte, au moins partiellement, aux événements de l'année 1492. Effectivement, Christophe Colomb, en août 1492, prenait la mer et partait à la recherche du Nouveau Monde, pour le compte de l'Europe. Par là, il mettait en branle
tous les mécanismes de conquête et d'exploitation extractive qui devaient aboutir au système tentaculaire de l'esclavage de plantation sur les 2 continents américains. Moins de 2 mois auparavant, cependant, la conquête espagnole de Grenade, qui mettait un terme à la Reconquista, avait de son côté préparé le terrain pour ce qui allait être le reflet de l'institution américaine, en chassant les Maures du sud de l'Espagne. Ferdinand et Isabelle donnèrent à leur royaume renaissant un ennemi implacable qui devait trouver une nouvelle patrie tout près de là, au Maroc et à Alger, et finalement tout au long de l'Afrique du Nord. Fortes de cet apport de sang neuf, les sociétés islamiques qui contribuèrent à créer dans cette région formèrent bientôt le projet de régler leur passif avec la chrétienté. Elles construisirent des galères, attaquèrent des navires, marchands européens, et rasièrent les populations côtières et capturèrent des hommes. Cette version est évidemment simple. Il faut tenir compte d'autres forces si on veut comprendre pleinement la vigueur et l'étendue de l'extrême ténacité de cette funeste institution dans chacune des 2 sphères. Pourtant, même en schématisant de cette façon, on voit clairement ce qui a distingué dès ses débuts l'esclavage transatlantique de celui pratiqué au Maghreb. Sa motivation était avant tout commerciale et non passionnelle. On traîna les esclaves noirs dans les Amériques pour tirer profit de terres qui n'auraient pas autrement valu la peine d'être exploitées. En tout cas, pas pour les cultures de rapport dans les marchés de Lisbonne, Londres, Amsterdam étaient demandeurs. Trafiquants d'esclaves et maîtres de plantation ont bien pu éprouver du mépris, de la pitié et du dégoût pour les aides dont ils étaient propriétaires. Mais c'est avant tout pour le travail qu'ils étaient capables de fournir qu'ils les achetaient et vendaient. Ils n'avaient pas plus de raison de dédaigner ces esclaves qu'ils n'auraient pas fait de chevaux ou de bœufs. Ce manque d'humanité le plus élémentaire a laissé des traces encore visibles plusieurs siècles plus tard dans toutes les nations qui furent prises dans cette spirale honteuse, d'autant plus que cette calamité était entretenue par la cupidité donc davantage que par une quelconque cause ou idéologie. Mais en barbarie, ceux qui recherchaient des esclaves pour en faire de la traite attendaient sans doute un autre profit. Mais dans leur trafic de chrétiens, il y avait toujours une dimension de revanche, de djihad, en réparation des torts de 1492, contre les siècles de croisades meurtrières qui les avaient précédés, et au nom de la lutte religieuse ouverte contre les chrétiens et les musulmans, qui a continué de perturber le monde méditerranéen, une bonne partie de l'époque moderne. C'est peut-être l'aiguillon de cette vengeance à opposer au rouage indifférent du marché qui a rendu les traitants musulmans plus actifs et au départ au moins plus prospères dans l'entreprise que leurs homologues chrétiens. D'après toutes les indications, cet essai tentera de démontrer que l'esclavage dans le monde méditerranéen fut plus important que la traite transatlantique durant le XVIe siècle et une partie du XVIIe siècle. Cela en ne considérant que les États barbaresques, c'est-à-dire sans tenir compte des activités des musulmans du Levant et en Europe de l'Est, ni de l'esclavage de certains États chrétiens à la même époque, infligés en retour à leurs ennemis islamiques. Sur le long terme, cependant, l'esclavage américain et la traite transatlantique soutenue par les impératifs du marché devaient s'avérer plus vigoureuses que la variante maghrébine, en définitive moins préoccupée de tirer profit du labeur des esclaves que d'utiliser ces derniers pour asseoir le statut de maître privé ou réaliser des programmes de construction à grande échelle pour le compte d'États qui les détenaient. C'est à peu près à l'époque où l'esclavage méditerranéen commence à affaiblir, vers le milieu du XVIIe siècle, que la traite transatlantique démarra réellement. Ce fut le second assaut de cette funeste vague qui devait porter l'esclavage américain à son apogée au XVIIIe siècle. Il n'y a plus de 30 qu'apparut Jordan Roll, dans lequel Eugène Gonvers brossait un portrait saisissant de la culture d'esclave américaine telle qu'elle fut vécue de l'intérieur. Grâce à ce travail universitaire et beaucoup d'autres menés par la génération qui nous a précédés, il est aujourd'hui impensable d'affirmer ou même de suggérer que l'esclave dans les Amériques apporta à ses victimes de genre de sollicitude paternaliste et en définitive d'influence civilisatrice que ses partisans d'avant la guerre de sécession lui prêtaient, et que certaines écoles de pensée historiques américaines continuèrent de lui reconnaître pendant une bonne partie du XXe siècle. Chose intéressante,
Les recherches menées par la même génération sur l'esclavage dans les États barbaresques tendaient dans la direction opposée, et les courants de la pensée occidentale et post-coloniale et post-moderne étaient en effet plus enclins à considérer, ne serait-ce qu'implicitement, que ceux qui furent esclaves comme des pré-impérialistes et leurs maîtres comme des proto-nationalistes. Certains ont laissé entendre que pour les Blancs européens, l'asservissement au Maghreb n'était ni plus pénible ni plus rude que la prison, ni même que le travail quotidien d'une bonne partie de l'Europe. D'autres ont même choisi de mettre l'accent sur des exemples de bons traitements d'esclaves par leurs maîtres musulmans. L'histoire n'est bien souvent qu'une projection sur le passé, des débats politiques contemporains, et les divergences des intellectuels à l'égard de ces deux types d'esclavage en disent peut-être plus lent sur notre époque que sur le monde il y a 300 ans. Il semble toutefois qu'il y a 2 ou 3 siècles déjà chez les Européens un accord largement avec l'ecclésiastique français Philémon de La Motte, selon qui les esclaves d'Alger ne sont pas si malheureux, et avec l'affirmation du voyageur français Laugier de Tassy que les esclaves blancs du Maghreb ne sont pas exposés à Alger aux affreuses misères que les captifs même voudraient nous persuader. Les associations de ce type cadreraient sans doute avec l'anticléricalisme et l'orientalisme qui marquèrent les Lumières, comme aujourd'hui des tentatives de présenter les récits d'esclavage blanc comme des motifs littéraires éloignés de la réalité, ou de doter les esclaves eux-mêmes de visées impérialistes, doivent satisfaire pas mal d'intellectuels. Néanmoins, la recherche sur l'esclavage américain n'a pas peu contribué à nous rappeler, si tant est cela que fut nécessaire, que l'asservissement, quelles soient ses circonstances atténuantes, ou les possibilités littéraires auxquelles il donne lieu, signifie la perte de liberté et la négation de l'individu, et un climat de violence et de coercition constante. De La Motte lui-même, tout en soutenant que les esclaves barbaresques n'étaient pas si malheureux, le reconnaissait puisqu'il conclut ainsi « Mais ils sont toujours esclaves, toujours haïs à cause de la religion, toujours accablés de travaux. Il en est sans doute souhaitable et même indispensable de comprendre les cultures turques et maures qui ont façonné les régences barbaresques. Mais en aucun cas on ne saurait en retirer aux esclaves leur humanité fondamentale, ni l'expérience de ce qu'ils ont réellement vécu. Il ne fait sans doute que beaucoup ont souffert, ni que beaucoup sont morts. C'est en bonne part la raison pour laquelle j'ai choisi l'épigraphe de cette introduction, qui contient l'expression de cruauté barbare, peut-être pas la mieux convenue en ce nouveau millénaire, mais qui correspond bien à la façon dont les victimes des pirates, il y a 2 siècles de cela, voyaient la relation entre leurs ravisseurs et eux. Plusieurs ouvrages de cette époque voient d'ailleurs ces mots figurés à leur titre, et la formule revient dans leurs écrits dans différentes langues. En définitive, un esclave reste un esclave, et l'on retrouve dans la relation structurante de l'esclave à de nombreux traités communs, quelle que soit la région du monde considérée. C'est en réalité l'attention particulière portée aux conditions réelles de l'asservissement et à ses aspects matériels, aux liens physiques et émotionnels entre maître et esclave, et à ses expressions culturelles, qui fait de la recherche consacrée à l'esclavage américain et à la traite transatlantique un modèle si précieux, car elle a fourni le cadre et le schéma directeur à cet essai sur l'esclavage tel qu'il exista et fut vécu dans les États barbaresques. Elle m'a également, dit l'auteur, donné à ce livre une structure qui, je l'espère, éclaire un fond ce sujet très vaste. Le texte qui suit est ainsi divisé en 3 parties, donc chacune dans des perspectives géographiques et intellectuelles propres. Dans l'esclavage blanc d'abord, 2 chapitres examinent l'ampleur et la nature de ce phénomène. Donc combien il y a eu d'esclaves, comment on se les procurait, quelle forme prenait leur asservissement physique et moral. Et la deuxième, intitulée La barbarie, 2 chapitres sont consacrés à la vie des esclaves et à la façon dont ils survécurent pour ceux qui eurent cette chance, à Alger, Tunis, Tripoli, et les 3 villes qui formèrent le noyau de la barbarie et le cœur de cet essai. Dans le dernier tiers du livre, l'Italie, qui rejoint ma spécialisation, puisque l'auteur était spécialiste de l'Italie, en tout cas la société italienne, pour être exact. Donc j'ai cherché à comprendre comment une société réagit sur les plans économiques et culturels
au ravage de la piraterie et d'un esclavage dont elle eut à subir les effets destructeurs pendant plus de 3 siècles sans discontinuer. Donc pour l'instant je m'arrête là pour cette première introduction. Donc là vraiment ça va nous permettre de comprendre ce qui nous attend par la suite. J'espère que vous êtes prêts pour vous embarquer dans cette aventure, parce que l'ouvrage est très détaillé, très sourcé, très référencé, très explicite et très exhaustif pour le coup. Enfin, de ce qu'on peut néanmoins attendre d'un ouvrage scientifique de cette envergure, quand même, parce qu'on reprend 3 siècles d'esclavage, voilà, dans un territoire donné. J'espère que vous allez apprécier ce qui va suivre. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée à tous et à toutes. À bientôt tout le monde. Au revoir.